Selon toi, qu'est-ce qui fait la différence entre un closer lambda qui a 25-30% de taux de conversion et un top closer? Un closer qui va être à 50, 60, 70%. Le closer qui va littéralement permettre à son infopreneur de scale et d'aller atteindre des nouveaux paliers de croissance. Eh bien, cette différence, elle va s'articuler autour de différents concepts fondamentaux que je vais te dévoiler dans cette vidéo, que d'autres d'ailleurs te feraient payer plusieurs milliers d'euros dans des formations de closing littéralement. Qui je suis pour te parler de ça? Je m'appelle William Waquet, j'ai l'agence Monétrise avec mon associé Baptiste et notre métier c'est tout simplement de scale des infopreneurs. La partie closing étant littéralement mon aire d'expertise avec des milliers d'appels passés, des centaines d'appels réécoutés, corrigés et ajustés et littéralement des centaines de closers formés aujourd'hui. Je vais te partager un condensé de toutes ces connaissances pour que toi, en tant que sales manager ou infopreneur, tu saches comment détecter et bien recruter ces personnes-là et comment corriger aussi tes équipes. Et en tant que closer, pour que tu puisses te servir de ça pour implémenter tous ces concepts fondamentaux dans ton closing. Premier élément, le problème du nice guy. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de closers qui essaient d'aller chercher le close par sympathie avec le prospect, en essayant d'être le mec vraiment super sympa, super friendly et en pensant que c'est ça qui va déclencher le close. S'il m'aime bien, il va acheter. Ça, c'est une grave erreur. Aujourd'hui, imaginons que tu as une grave maladie. Tu as le choix entre deux médecins. Le premier médecin, c'est un énorme connard. Par contre, 100% du temps, il peut te soigner. Le deuxième médecin, il est super sympa, super gentil, super prévenant, mais il te soigne qu'une fois sur deux. Chez qui tu vas? A priori, si tu tiens à la vie, c'est plutôt le premier médecin. Ce qui est le plus important dans ton choix, ce n'est pas la sympathie du personnage, c'est sa capacité à régler le mieux ton problème, la certitude que tu as dans sa capacité à régler ton problème. Et aujourd'hui, c'est exactement ça que la personne vient chercher dans l'appel avec toi. C'est la certitude que tu es la bonne personne pour l'emmener vers le résultat qu'elle cherche à obtenir. Évidemment, s'il y a un troisième médecin qui, en plus d'être super compétent et super sympa, c'est chez lui que tu vas. Mais ne privilégie pas la sympathie au-delà de la compétence. Sois perçu d'abord comme un expert, comme quelqu'un de compétent et ensuite quelqu'un de sympathique et pas l'inverse. Sinon, tu tombes dans la friend zone du prospect et c'est comme avec les filles, c'est très dur d'en sortir. Dégage de la compétence et de l'expertise avant de dégager de la sympathie. L'important n'est pas forcément ce que tu dis, mais plutôt comment tu le dis. Au démarrage, la plupart des closers vont essayer de trouver les petites phrases magiques, les petits hacks, les petites rhétoriques sur le traitement d'objection. C'est bien, mais je peux te donner le même script à deux closers. Ils vont dire exactement la même chose. Pourtant, il y en a un qui va être à 50% de taux de conversion et l'autre qui va être à 20%. Comment t'expliques cette différence? C'est tout simplement dans la façon dont l'information est délivrée, dans comment ils sont perçus par le prospect. Cette perception que tu as par le prospect va passer par différentes choses. Premièrement, ton intonation. On en parlait tout à l'heure, la personne va chercher la certitude que tu es la bonne personne pour régler son problème. Si dans ton expression, tu as trop de marqueurs d'incertitude, tous les ah ok, que tu es agité au niveau de ton attitude, que tu ne dégages pas cette fameuse certitude, que tes intonations en fin de phrase sont montantes plutôt que descendantes, on ne va pas te percevoir comme quelqu'un d'expert, qui sait exactement ce qu'il dit et où il va. Et donc, tu vas augmenter le degré d'incertitude chez ton prospect. Si ce degré d'incertitude il est trop élevé, il ne pourra pas passer à l'action avec toi. Donc, réécoute systématiquement tes appels et n'écoute pas seulement ce que tu dis, écoute comment tu dis les choses. Quel est le rythme que tu utilises? Quelle est l'intonation que tu utilises? Évalue ton niveau de charisme et évalue aussi la pertinence de tes propos par rapport à ce que te dit ton prospect. Troisième point, tu as deux oreilles et une bouche. C'est pour écouter deux fois plus que tu ne parles. Le problème de beaucoup de closers, c'est qu'ils pensent aussi qu'ils sont eux-mêmes la star de l'appel. Ils se mettent dans un petit peu un personnage style Harvey Specter de Suits ou je sais pas trop quoi. En fait, ils se font une fausse idée de qu'est-ce qu'est l'éloquence et qu'est-ce qu'est un bon closer. Les excellents closers que j'ai ne sont pas les personnes les plus extraverties. Ce sont en revanche ceux qui arrivent à rester le plus posé, le plus calme, poser les meilleures questions et vraiment écouter sincèrement la personne en face. La notion clé, c'est écouter pour comprendre plutôt que d'écouter pour répondre. Et quand tu es dans un état un petit peu de stress, quand tu es un petit peu à la recherche de qu'est-ce que je vais pouvoir dire ensuite, tu n'écoutes pas sincèrement le prospect, donc tu ne peux pas réagir de manière pertinente à l'information qui t'est donnée. Pour ça, rien de plus simple, tu mets le pied sur le frein, tu parles plus lentement, tu poses des questions et quand tu as une réponse de la part de ton prospect, pense pas déjà à la prochaine question que tu vas poser, pense vraiment à la qualité de l'information qui t'est donnée et la question va te venir assez naturellement. Si l'objectif pour toi, c'est de chercher à vendre à tout prix, tu ne vendras pas. Tu dois avant tout chercher à comprendre et impacter la personne. La vente sera la seconde conséquence de ce processus-là. Le fait de vraiment sincèrement écouter pour comprendre va te mettre dans la posture du sage, de l'expert, du médecin, ce qui te permettra de pouvoir poser un diagnostic plus pertinent aussi et de mieux choisir tes mots. Enfin, je terminerai cette partie sur l'importance du silence. Aujourd'hui, il faut que tu sois complètement à l'aise avec le fait de laisser un silence, pour laisser respirer la parole. Et aussi pour toi, avoir le temps de réfléchir à ce que tu vas dire. Si tu parles trop vite, si ta bouche va plus vite que ton cerveau, forcément, tu vas trébucher, tu vas bégayer, tu vas hésiter, tu vas avoir des onomatopées pour meubler ce silence. Et c'est exactement à ce moment-là que tu alimentes l'incertitude de ton prospect. Donc laisse des silences, rythme ta prise de parole, ça te rendra bien plus décisif et perçu comme une autorité et un expert. Quatrième point,
cherche à avoir un impact, pas à vendre. Ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit précédemment, mais aujourd'hui, beaucoup de closers sont omnibulés par l'idée de closer. Ils vont ajuster leur comportement pour favoriser au maximum le close. Sauf qu'en faisant ça, ça sent le vendeur. Ça sent le mec qui essaie de te vendre. Aujourd'hui, les gens adorent acheter, mais ils détestent se faire vendre. Et dès que tu as quelqu'un qui a l'air de vouloir te vendre quelque chose, qui te saute dessus, qui te met le grappin dessus, tu n'as qu'une envie, c'est de sortir de cette interaction le plus vite possible. Et tu ne peux pas établir une vraie relation de confiance avec la personne. Donc en tant que closer, concentre-toi plutôt sur le fait d'avoir une posture d'expert et de coach qui veut avoir un impact sur la personne. Et plus tu te focalises sur avoir le plus grand impact sur la personne en face de toi, plus tu vas augmenter tes chances de closer. Le close, ça sera la conséquence naturelle de cette attitude-là. Alors qu'en mettant ton focus vraiment que sur le close, tu vas te prendre des « je vais réfléchir », tu vas être pushy, tu vas être perçu de toutes les façons dont tu ne veux pas être perçu et au final, la personne, tu ne la closeras jamais. Donc, focalise vraiment sur la qualité de l'impact que tu vas avoir sur les personnes en face de toi et détache-toi du résultat. Le fait d'être détaché du résultat va t'autoriser justement à être beaucoup plus à l'aise avec le fait de manier des techniques d'anti-vente, avec le fait de potentiellement accepter de dire les choses qui sont inconfortables à ton prospect. Parce que parfois, c'est ces choses inconfortables, ces questions difficiles à poser qui vont te permettre d'aller chercher le close et que tu n'oseras pas poser par peur de froisser ton prospect ou d'être perçu pas comme un gentil, entre guillemets, et donc de perdre la vente. Alors que tu perds la vente dès le moment où tu deviens trop ce vendeur. 5e point, ne cherche pas à avoir raison. Si tu rentres dans ton appel de closing, dans une logique de confrontation avec ton prospect, il y en a un qui a raison, un qui a tort. Ça veut dire qu'il y a un gagnant et qu'il y a un perdant. Est-ce que tu connais beaucoup de personnes aujourd'hui qui, en plus de perdre, vont te filer 3000 balles, 4000 balles, 5000 balles, même 2000 balles, tout dépend du prix de l'accompagnement. C'est très peu probable. Si tu fais ressentir au prospect qu'il a perdu, que tu as raison et que lui a tort, tu ne le mets pas du tout dans les bonnes dispositions pour qu'il dise « Ah, tu as raison, j'ai complètement tort, je suis un connard, tiens, 3000 balles. » C'est pas possible, ça n'existe pas. Au contraire, en fait, il ne faut pas que toi, tu avances des arguments pour avoir raison. Il faut que tu poses des questions pour que le prospect arrive à sa propre conclusion. Si c'est son idée de se lancer, parce que tu lui as posé des questions qui étaient bien ciblées, pourquoi tu estimes que ça serait une bonne idée de te lancer aujourd'hui ? Qu'est-ce qui t'empêcherait d'y aller aujourd'hui? Quelle excuse tu pourrais donner pour ne pas le faire aujourd'hui? Est-ce que ce genre d'excuse va t'aider, tu penses, dans la construction de ton projet? Quand on a peur, on a toujours une petite voix qu'on entend dans l'oreille. Qu'est-ce qu'elle te dit, cette petite voix là tout de suite? Ok. Est-ce que tu as envie de l'écouter, cette petite voix? Quels ont été les résultats à chaque fois que tu l'as écouté? Bref, toutes ces questions-là sont des bonnes questions à poser pour justement permettre au prospect d'arriver à sa propre conclusion. Versus lui servir les arguments sur un plateau, la réflexion, elle sera exogène. C'est toi qui arrives avec non, c'est comme ça que ça doit se passer, c'est ça que tu dois te dire. Et donc, fatalement, ça ne viendra pas de lui. Donc, il ne sera pas OK avec l'idée de se lancer. Toujours privilégier les questions et que ça soit l'idée du prospect, ne jamais venir en confrontation avec lui. Toujours valider son ressenti et explorer les différentes solutions qui s'offrent à lui à travers des questions ouvertes. Mais c'est lui qui a les réponses, jamais vous. 6e point, il est assez évident, mais il faut le mentionner quand même, aie l'air de ce que tu prétends être. J'ai fait passer des dizaines et des dizaines d'entretiens pour des closers, pour différents types de produits. Et selon le type de produit que tu vas closer, l'apparence que tu vas dégager va être différente. Si tu closes un produit dans le coaching sportif, tu ne vas pas venir sur le call forcément en costume cravate. Ça sera en décalé par rapport à l'image que se fait de la personne d'un coach sportif ou quelqu'un qui est censé l'accompagner. Tu pourrais être beaucoup plus relax avec un t-shirt ou un hoodie, tout en restant professionnel, mais ça correspondra à la cible. En revanche, tu pourras moins arriver avec cette attitude-là et ce dress code-là si tu es en train de closer des produits financiers ou de l'investissement immobilier. L'habit ne fait pas le moine, mais la perception que va avoir la personne va être conditionnée par ce que tu lui proposes comme cadre. Et le cadre, c'est comment toi tu arrives donc dans ton accoutrement, mais aussi ce qu'il y a derrière toi. Je te prends l'exemple de mon setup, c'est ce que j'ai quand je fais mes appels de closing, quand je faisais d'ailleurs aussi mes appels de closing avec les différents infopreneurs avec lesquels j'ai travaillé. Bon voilà, ça reste clean derrière, c'est propre. Et derrière même à l'époque, petit truc, j'étais pas forcément à l'aise avec le fait qu'il y ait mon petit tableau avec le gun, donc hop, je bifurquais l'écran pour que ça soit assez neutre derrière. Tu voyais juste le mur blanc, le tableau avec James Bond et moi qui arrivais selon le produit, donc soit avec une chemise blanche, quelque chose d'assez clean, soit si c'était plutôt des niches un peu plus jeunes, on va dire, au niveau du persona, je m'autorisais un t-shirt ou un petit pull. Mais voilà, toujours rester cohérent par rapport à la cible que vous avez en face. Aujourd'hui, imaginons que tu as une fuite d'eau chez toi, tu appelles un plombier. Si le plombier il arrive, costume 3 pièces attaché case, chaussures Weston, tu te dis, oula, il n'est pas plombier, lui, il va juste m'assassiner sur le devis. Et donc, tu n'es pas à l'aise lors de l'interaction et potentiellement, tu vois, tu as de la méfiance. Si tu as le plombier qui arrive avec son bleu de travail, sa caisse à outils, on est dans le thème. Tu ne te poses pas la question, le mec, tu as l'impression que c'est un plombier, donc voilà, tu n'as pas un niveau de méfiance. Tu vas chez ton banquier, si ton banquier, il est avec un bleu de travail et une caisse à outils, tu te poses la question, est-ce que ce mec est vraiment banquier? En revanche, son costume cravate et ses Weston, tu te poses pas la question, tu te dis, ah, il doit être banquier. Pareil avec une blouse blanche. Très simple, aujourd'hui, tu es dans un hôpital. Si le médecin, il n'est pas avec sa blouse blanche, bon, tu peux te poser la question, est-ce qu'il est vraiment médecin? Le mec, il n'a pas ouvert la bouche, il a un stéthoscope et une blouse blanche, tu te dis, ah, il est médecin. Vous voyez, c'est très simple d'avoir des marqueurs qui indiquent
votre degré de professionnalisme et d'expertise. Même si c'est débile, même si on ne devrait pas juger un livre sur sa couverture, vous le faites aussi. Donc attendez-vous à ce que vos prospects le fassent. Donc adaptez-vous aussi pour tout de suite être perçu comme légitime, comme une autorité et qu'il ait la sensation, à peine il rentre dans l'appel, vous n'avez même pas encore dit bonjour, qu'il se dit déjà je suis au bon endroit. Mettez-vous une bonne lumière, bonne qualité de micro évidemment et créez un cadre qui correspond à ce que vous closez. Ayez l'air de ce que vous prétendez être. 7. Le traitement d'objection. Alors le traitement d'objection, c'est très simple. Tout le monde en fait des caisses, tout le monde essaie de faire passer ça pour quelque chose d'archi compliqué. Un traitement d'objection réussi, c'est la conséquence de tout ce qui s'est passé avant dans ton appel. Aujourd'hui, tu ne peux pas espérer closer si tu te focalises si tu fais que travailler ton traitement d'objection, mais tu ne travailles pas tout le reste. Ton close, littéralement, il se joue pour moi sur tes 20 premières minutes d'appel avec ton prospect. Si tu réussis parfaitement ta phase de découverte, tu arrives à challenger le prospect, à anticiper les objections, parce qu'un vrai traitement d'objection, c'est avant que tu annonces un prix que tu traites les objections. Tu arrives sur ton annonce de prix, tu auras toujours des objections, mais ça sera très facile de les traiter. Et les méthodologies que tu vas utiliser sont, que ce soit la méthode R ou d'autres, ça sera très facile parce que tu auras fait le travail nécessaire en amont. J'ai fait d'ailleurs une vidéo très détaillée sur ça, je vais te laisser le lien là quelque part en haut dans cette vidéo. Tu pourras cliquer dessus, je vais beaucoup plus en profondeur sur ça et tu pourras adapter ce framework. Mais n'oubliez pas, un excellent closer, top 1%, c'est quelqu'un qui fait d'excellentes phases de découverte. Et du coup, les traitements d'objections, il les fait très bien aussi, mais c'est directement corrélé avec ce qu'il a mis en place avant dans son appel. Et des bonnes objections, c'est traité avant même d'annoncer un prix. Point numéro 8. La capacité à challenger et à partir sur des lines d'anti-vente. Pour moi, un excellent closer aujourd'hui doit être très à l'aise avec le fait de poser les questions qui mettent vraiment inconfortable à la personne. En ayant en tête que si je lui pose cette question, je sais qu'on va créer un certain degré d'inconfort, mais je suis à l'aise avec cet inconfort parce que je suis plus là en train de chercher à avoir un impact que de chercher à vendre. Et je suis encore une fois détaché du résultat. Quand on va chercher à faire de l'anti-vente, c'est parce qu'on est à l'aise avec le fait que le prospect puisse potentiellement nous dire non ou qu'il puisse potentiellement partir. Et on lui fait indirectement ressentir qu'on n'a pas besoin de lui. Ça, c'est très important. Et d'ailleurs, je fais souvent des parallèles avec ça, mais la vente, c'est comme en séduction. Si une femme sent que vous cherchez absolument à la séduire, que vous êtes trop pushy, trop needy, et bah ça vous rend beaucoup moins attirant. À l'inverse, quand vous arrivez à mettre de la distance et être à l'aise avec le fait que ça se fasse ou que ça ne se fasse pas, c'est pas grave, ça change rien à ma vie. Ah bah là, vous devenez tout de suite beaucoup plus intriguant, intéressant et pertinent. Donc, maîtrisez ces notions d'anti-vente. Maîtrisez cette notion de pouvoir sortir du deal. Si je veux absolument faire le deal et que je ne m'autorise pas à pouvoir sortir du deal, ça va conditionner mon comportement et faire en sorte que j'en ai trop besoin. Donc je vais lui dire ce qu'il a besoin, ce qu'il a envie d'entendre, au lieu de lui dire ce qu'il a besoin d'entendre. Et c'est là où beaucoup de closers se plantent. Une question que j'adore poser, et ça marche notamment sur des profils rouges assez orgueilleux. Quand je lui ai demandé quels sont ses résultats aujourd'hui, s'il est fier de ses résultats, il arrive écoute, moi William, ça se passe plutôt bien, je gagne 15-20 000 € par mois, je vais pas me plaindre. Ma question préférée, c'est ok, du coup, ça te suffit? Genre, je suis jamais impressionné par ce que peut me dire mon prospect. Je vais aller toujours chercher à le challenger pour qu'il sente que je suis capable de l'emmener au prochain step et que je suis pas la personne qui aurait pu l'amener là où il est déjà. Parce que c'est pas ce qu'il vient chercher avec moi dans le de l'appel. Ce qu'il vient chercher avec moi, c'est cette capacité à aller encore plus loin. Donc, il faut que je lui montre que tu vois, ça m'impressionne pas. C'est comme dans cette scène qui est super connue dans un film français, là j'ai plus le titre, où l'acteur lui dit ouais, en fait, une des clés du charisme, c'est de ne jamais avoir l'air surpris. Et peu importe ce que je vais te dire, en fait, faut pas que tu sois surpris. Et dans cette scène, à chaque fois, l'autre acteur n'arrive pas à garder sa poker face parce qu'il est à chaque fois surpris. Le meilleur moyen de faire croire que tu connais tout, c'est de jamais avoir l'air étonné. Donc, voilà, toujours très cool, posé, capacité à challenger, anti-vente, et vous êtes à l'aise avec le fait que si le deal ne se fait pas, c'est pas grave, ça ne change rien à votre vie. Votre but, c'est juste d'avoir le maximum d'impact. Pour ça, vous allez être en sincérité avec le prospect, vous allez être OK avec le fait de l'emmener dans ces zones assez inconfortables pour qu'il ait une prise de conscience et pour allumer cette flamme chez lui. Parce que sinon, vous êtes qu'un vendeur de plus. Et si vous êtes là, c'est pour créer un impact. Il faut que chaque prospect qui sort d'un appel avec vous, même s'il ne se lance pas avec vous, vous ayez eu un impact dans sa vie et que quelque chose ait changé pour lui. Et ça a été vraiment mon étoile polaire dans tous mes appels. Je voulais que la personne, quand elle sort de l'interaction avec moi, il y a quelque chose qui ait changé. Et que même si elle n'avait pas les finances, bref, tout un tas de raisons pour pas qu'on le fasse ensemble aujourd'hui, que si un jour elle les avait, les finances, c'est avec moi et pas avec quelqu'un d'autre qu'elle le ferait, parce que je suis le seul qui a réussi en l'espace d'une heure à avoir autant d'impact. Mettez votre curseur là-dessus et très certainement, vous allez pouvoir rejoindre le club du top 1% des closers. C'était William de Monetrize. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, mettre un commentaire aussi pour l'algorithme. Je te dis à la prochaine. Let's fucking close.